Nous sommes amenés aujourd'hui à traiter tellement d'informations lorsque nous écoutons un discours, lorsque nous écoutons une allocution, une conférence, et qu'en écoutant la personne, on se dit est-ce que ça résonne, est-ce qu'elle parle vrai, est-ce qu'elle est authentique, est-ce qu'elle n'est pas en train de me manipuler. Ce sujet est tellement important que ça m'a donné envie de partager avec vous quelques points qui concernent la communication, qui concernent la vérité, le mensonge et la manipulation. Alors depuis 25 ans, j'accompagne les dirigeants, les managers dans cet exercice sensible de la prise de parole en public, à donner des allocutions, à donner des conférences, à animer des réunions, et j'ai pu me rendre compte que dans ces moments de communication, la forme du message était aussi, si ce n'est plus importante que le fond en lui-même. Alors il y a trois chiffres qui touchent la communication, qui sont issus d'une étude américaine sur l'observation des comportements des orateurs, et ces trois chiffres sont 13, 17 et 70%. Quand on écoute un discours, et qu'on écoute ce discours avec attention, 24 heures après l'intervention, on se souviendra à 13% des arguments. Les arguments, c'est les chiffres, c'est les sources, c'est les mots, c'est la façon dont l'argumentaire est construit, les images, les anecdotes, etc. Ça ne représentera jamais que 13% du discours. À 17%, on se souviendra du son de la voix de l'orateur. Alors la voix de l'orateur, c'est déjà son rythme. Est-ce que le rythme est posé? Est-ce qu'il est terre? Est-ce qu'il est complètement perché là-haut? Est-ce que le rythme est très lent ou au contraire, est-ce qu'il est hyper speed? Est-ce que le verbe est fluide, doux, harmonieux, ou est-ce qu'au contraire il est brut, dur, etc. Et d'où vient la voix? Il y a certaines personnes qui s'adressent à nous et quand on les écoute, on se rend compte que la voix vient de la tête. On va dire d'ailleurs, il y a une voix, ça me prend la tête, oui, parce que la voix est dans la tête. Il y en a d'autres qui s'adressent à vous et on sent que la voix est coincée dans la gorge. D'autres s'adressent à vous et c'est coincé au niveau du plexus, et d'autres enfin s'adressent à vous en étant dans l'abdomen. Plus on est dans notre vérité, dans notre authenticité et dans notre respiration, dans notre congruence, plus la voix va être une voix abdominale. C'est pourquoi j'encourage les personnes qui sont amenées à chercher leur vérité à commencer par respirer profondément, parce que c'est dans une respiration profonde qu'on entend les mots vrais. 13% c'est les arguments, 17% c'est le son de la voix, et 70% c'est l'impression générale qu'on va avoir avec le non-verbal. On ne communique pas ce qu'on dit, on communique ce qu'on est. Et dans notre comportement, on va sensiblement avoir plusieurs indices, soit je suis vraiment vers l'autre, soit je suis plutôt en retrait, soit je suis plutôt ouvert, soit je suis plutôt fermé, soit je suis plutôt détendu, soit je suis plutôt crispé et tendu. Et puis autant d'autres indices qui fait qu'on a 5% de gestes utiles. J'allume la caméra, je viens m'asseoir, et on a 95% de gestes inutiles, c'est ce qu'on appelle les micro-démangeaisons, et en permanence, ces gestuels vont nous en dire beaucoup sur l'état de la personne. Alors sans rentrer dans une simplification en se disant il se gratte le nez donc il ment, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais les synergologues, c'est-à-dire les spécialistes du comportement, vont observer simplement si le corps dit la même chose que les mots. Si oui, alors on va parler de congruence, de cohérence, mais si le corps dit quelque chose et les mots disent autre chose, on va surtout se souvenir de la posture du corps. Et ce qui me plaît par rapport à ça, c'est que les plus grands synergologues, spécialistes du comportement, c'est les enfants. Parce que les enfants, naturellement, parlent vrai. Et quand une maman, par exemple, dit à son enfant « Non, je ne suis pas en colère, je te demande simplement de t'asseoir », l'enfant va se dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle me dit qu'elle n'est pas en colère, pourtant tout dans son corps me montre qu'elle est en colère. Donc si l'enfant doit choisir entre le texte et le comportement, il va privilégier le comportement, sauf si la mère insiste trop, dans quel cas l'enfant va finir par se couper de son intuition et ne plus savoir, quand une personne s'adresse à elle, si elle dit vrai ou si elle ne dit pas vrai. Alors j'aimerais dans cette
vidéo que je partage avec vous, non pas parler de la crise sanitaire que nous traversons, c'est pas le sujet, mais par contre, par quelques exemples, observer la façon dont elle est traitée, mais on pourrait le dire pour autant d'hommes politiques et puis autant de crises et autant de prises de parole, mais j'espère surtout que ces indices vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair et de suivre votre intuition, parce que profondément, quand une personne est authentique, vous le sentez. Aussi, faites confiance à votre intuition. La première chose, ça va être le décor. Est-ce que je choisis de prendre la parole dans un fond très officiel, avec un drapeau de la République française derrière moi, ou avec dans un laboratoire, par exemple, ou avec une blouse blanche, ou avec un médecin en blouse blanche à côté de moi pour annoncer les chiffres, ce qui va simplement par l'image me donner une forme de caution, même si je n'ai pas moi-même la compétence, mais le fait d'être dans un laboratoire, le fait d'être avec des médecins va me donner une forme de compétence médicale, ou le fait d'être derrière un portrait de Marianne, devant un portrait de Marianne, le fait d'être dans un bureau très officiel, le fait d'avoir une cravate, etc., va me donner à chaque fois une posture qui va déjà marquer beaucoup sur l'image, sur les 70% qui sont tellement importants. C'est pour ça qu'on voit tant d'hommes politiques, ils sont hyper coachés par des cabinets de coaching et des agences de communication qui vont conseiller à tel moment de faire quelque chose, une allocution très officielle plutôt en intérieur, ou dans les jardins de l'Élysée, ou dans un laboratoire, ou au contraire avec la foule à la bonne franquette pris à l'improviste comme si, alors qu'en fait non, c'est la même chose, je transmets des messages habilement calculés, mais je vais les dire dans une foule pour montrer le côté accessible et grand public. Une chose importante en ce qui concerne la communication, c'est que une foule ne pense pas, elle réagit à l'émotionnel. Et ça, tous les hommes politiques le savent, et c'est pourquoi ils vont s'appuyer sur des leviers émotionnels que je vais m'amuser à décrypter avec vous pour vraiment réaliser que c'est l'émotion qui va nous toucher. Une foule qui a peur est une foule dont on peut faire n'importe quoi. Donc si je voulais transmettre un message avec lequel les gens ne seraient pas d'accord, je pourrais par exemple commencer par faire peur à la foule. La première chose, ça va être d'être toujours attentif à notre discernement, et je prends par exemple l'exemple des chiffres. Si j'annonce avec un ton très solennel, aujourd'hui nous avons compté en France 285 nouvelles victimes, on va chacun avoir peur en se disant « Waouh, 285, c'est beaucoup ». Mais c'est beaucoup par rapport à quoi? Donc la première chose, c'est important de mettre un chiffre dans un contexte. Par exemple, si je parle de 285 victimes d'une épidémie, il faut mettre en proportion que dans une année, il y a 10 000 personnes qui se suicident, il y a 20 000 qui meurent de la grippe, il y en a un peu plus de 150 000 qui meurent du cancer, 80 000 ou 60 qui meurent du tabac, et puis qu'il y en a 150 000 qui meurent de maladies cardiovasculaires par rapport à la malbouffe, etc. Donc quand on donne un chiffre, c'est toujours important de le mettre en perspective avec d'autres chiffres pour ne pas trop jouer sur l'émotion, dès lors que notre intention est d'informer et non pas de manipuler. Donc la première chose, c'est les perspectives qu'on va mettre par rapport à ça. Si je dis la France a investi 120 millions d'euros, c'est super, mais qu'est-ce que ça représente 120 millions d'euros dans le budget de l'État? Donc si on n'a pas une notion de ce que représente le budget de l'État, on ne va pas savoir à quoi ça correspond. Donc c'est vraiment important, ou par rapport à l'année dernière, ou par rapport à ce que font d'autres pays, etc. Donc toujours mettre des chiffres en perspective. J'en reviens aux émotions. La première émotion forte qui va nous permettre de manipuler, qui va permettre à des politiques de manipuler, c'est la peur. Une foule qui a peur est effectivement une foule qu'on va pouvoir manipuler. Et la peur, ça va très vite parce que notre plus grande peur, c'est d'être malade, c'est de mourir. Donc je vais à ce moment-là insister sur la dimension émotionnelle plutôt que de dire, voilà, aujourd'hui il y a eu 250 victimes en France. Je vais rajouter un ton grave pour dire, aujourd'hui, mesdames, messieurs, la France a compté 250 victimes. Et puis je vais ensuite commencer à l'émotionnel. Parmi ces victimes, une personne que j'ai accompagnée encore hier, 46 ans, père de famille, qui laisse un petit garçon de 3 ans et demi et une femme, veuve. Ça y est, j'ai touché sur la corde émotionnelle. Bien évidemment,
On ne souhaite à personne de mourir de cette maladie-là, mais tous les jours dans les hôpitaux, il y a des milliers de personnes qui meurent de toutes les maladies. Donc c'est important, dès lors qu'on sent qu'on insiste sur la zone émotionnelle, c'est qu'il y a une forme de manipulation. La manipulation étant de vouloir ramener le public à un endroit précis. Là, les termes, par exemple, qui ont été évoqués par notre président au tout début de l'épidémie, nous sommes en guerre. Et ça, c'est un mot qui a été répété 7 fois pendant un discours. Quand on dit on est en guerre, 1, ça provoque la peur, parce qu'on a tous peur de la guerre, mais 2, ça oriente l'autorisation qu'on va se donner d'avoir une politique répressive au niveau des libertés, le fait qu'on va pouvoir utiliser un état d'urgence, Donc ce sont des mots forts qui sont habilement choisis, et les agences de communication ou les services de communication des gouvernements ou des sociétés, des entreprises, c'est pareil, vont travailler ce qu'on appelle les éléments de langage. Ne croyez pas que nous sommes en guerre, c'est improvisé comme ça. C'est vraiment un cabinet qui va chercher, qui va regarder les mots forts, comme aujourd'hui on a intégré dans notre vocabulaire le terme de geste barrière, le terme de distanciation sociale. Ce sont des mots qui sont vraiment... on parle plus de plan de licenciement, on parle de plan social ou de plan de retour à l'emploi. Voilà. Donc c'est vraiment un vocabulaire qui va être... Parce qu'un plan de retour à l'emploi, on est tous d'accord pour aller vers un plan de retour à l'emploi, mais c'est un licenciement. Voilà, on ne va plus parler, etc. Donc ce ne sont que des mots qui sont utilisés pour aller dans une direction ou une autre. Et la peur va être l'émotion. On sait par exemple que si notre attention... L'émotion qui nous maintient le plus dans l'attention, c'est la peur. Donc on comprend effectivement que les politiques ou que les journaux télévisés insistent tant au journal de 20 heures, non pas pour annoncer, si je parle du Covid, le fait que 99,6% des Français sont en bonne santé, mais insister sur les 0,4, et on va insister sur la peur parce qu'on va avoir intérêt à d'autres moments que la population ait peur pour annoncer la suite du discours. Une autre émotion forte, c'est la valorisation. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais la France a les ressources. Et nous avons tous, dans notre élan solidaire de notre beau pays, parce que vous êtes des belles personnes. Voilà, ça s'appelle la valorisation. Je vais valoriser les uns et les autres, ou je vais me valoriser moi-même. Le gouvernement a pris immédiatement les meilleures mesures, et nous avons pu, et on va s'auto-valoriser, l'inconscient ne faisant pas la différence entre nous et l'autre. Quand une personne se valorise, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui nous valorisons. Donc c'est ce qui fait qu'on va utiliser, et que combien de gouvernements, même après les pires couacs et les pires casseroles, vont toujours mettre en avant, nous avons réussi, nous avons été les premiers, donc on va s'auto-valoriser pour, en miroir, permettre à la personne de sentir la valorisation en elle. Et puis un autre, l'opposé de la valorisation, c'est la dévalorisation, directe ou indirecte. Par exemple, d'une façon générale, les Français ont bien suivi le confinement. Mais une partie de notre population, les plus jeunes, les plus inconscients, et ça y est, je vais commencer à dévaloriser et à diviser par là même, puisque je valorise d'un côté, je dévalorise de l'autre. Donc je vais diviser les uns contre les autres. Nous savons tous que le masque est obligatoire, mais pourtant, et ça y est, je vais opposer les pro-masques et les anti-masques. Je vais opposer demain les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro... etc. Donc je vais créer par la valorisation d'un côté et la dévalorisation le sentiment de séparation, qui est une forme de clivage, diviser pour mieux régner, c'est un adage vieux comme le monde, dont certains hommes politiques, malheureusement, utilisent un peu trop. Une autre forme de manipulation, c'est la culpabilisation. Imaginez, aujourd'hui, alors que nous avions fait des efforts énormes, nous allons être obligés de recommencer un nouveau confinement parce que certains d'entre vous n'ont pas joué la règle du jeu, et ça y est, on va culpabiliser, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, sans se demander qui d'autre, est-ce que le gouvernement a pris toutes ses responsabilités en investissant suffisamment dans les lits à l'hôpital, etc. Donc on va culpabiliser, et quand on culpabilise, on se retrouve comme un enfant qui a fait une bêtise. Et c'est pour ça qu'avec la culpabilisation, marche très bien un autre phénomène, qui est le phénomène de l'infantilisation. On va s'adresser à notre public comme si c'était des enfants, en donnant l'impression qu'on en sait plus qu'eux-mêmes sur le sujet, et donc on va infantiliser en disant « Attention, papa va se mettre en colère, et si jamais nous ne respectons pas le confinement, nous serons obligés de durcir notre... »
Et là, ça y est, on se sent comme des petits-enfants pris en faute. Donc l'infantilisation est une façon de ne pas se regarder d'égal à égal. Et dans la vérité, dans l'authenticité, j'encourage toujours à aller vers une communication d'égal à égal. On voit ça très fort au Parlement, on voit ça très bien à l'Assemblée nationale, combien il y a une forme d'infantilisation des uns envers les autres, comme on joue sur la peur, comme on joue sur la valorisation ou la dévalorisation. L'autre thème, c'est la simplification à excès d'une situation. Donc on va par exemple se dédouaner en disant il y a une réalité sanitaire qui nous impose de faire des choix économiques. Ou 15 jours après, il y a une réalité économique qui nous oblige de faire l'impasse sur une autre réalité écologique. Donc tout ça, ce ne sont que des choix, mais la simplification, quand elle est à extrême, on avait un président comme ça, il y a 2 mandatures, qui avait une facilité pour parler d'économie à la ménagère, au marché, en parlant de l'inflation et en parlant du beefsteak. On va être vraiment dans la simplification extrême de phénomènes complexes. L'autre outil de manipulation, c'est l'ironie. On va ironiser. Je pense à cette discussion sur la 5G, qui est une véritable débat de société. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vers la 5G avec tous les protocoles qui n'ont pas encore été explorés, les dangers potentiels qu'on n'a pas, les moratoires qui n'ont pas abouti. Donc c'est un vrai sujet. Donc beaucoup étaient pour la 5G, d'autres étaient contre. Ça aurait mérité un vrai débat de société. Et cette phrase qui demeure, on ne va pas retourner au temps des Amish, de notre président, c'est une façon d'ironiser. On ne va pas revenir en arrière et s'éclairer à la bougie, il n'est pas question de ça. On peut s'interroger par exemple sur les méfaits de la 5G sans forcément retourner à la bougie. Donc c'est une façon d'ironiser qui amène notre interlocuteur à se justifier et donc de l'infantiliser et donc de prendre la dominance sur la situation. Une autre voie qu'utilisent les manipulateurs beaucoup, c'est le lien subjectif de causalité. Lien subjectif de causalité, c'est-à-dire que je vais associer 2 événements qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je ne veux pas dire, mais tu as pris mon vélo hier matin et ce matin il est crevé. Tu veux dire que c'est moi qui l'ai crevé? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'hier, je t'ai prêté mon vélo, aujourd'hui, il est crevé. Lien subjectif de causalité. Je ne veux pas dire, mais depuis que tu es là, on a moins de clients. Tu crois que c'est de ma faute? Non, je ne dis pas. Si je ne dis pas, on ne dit rien. Le lien subjectif de causalité, c'est d'amener l'autre à la faute en créant 2 événements qui a priori n'ont rien à voir. Et on sait, quand on s'intéresse à l'hypnose par exemple, qu'on va jouer et rejouer de ces liens subjectifs de causalité en disant, voilà, imaginez que vous êtes détendu, vous êtes sur votre transat au bord de la mer et vous mangez une glace sereinement, tout va bien. Et vous êtes détendu, ça y est, j'ai passé un événement qui fait associer, par exemple, le fait de manger une glace au fait d'être détendu. J'ai créé un lien subjectif de causalité. Ce lien subjectif de causalité, où il devient dangereux, c'est quand j'associe un 3e lien, ce qu'on appelle l'inévidence, c'est-à-dire j'annonce 2 évidences et j'en rajoute une 3e qui n'a rien à voir. Par exemple, aujourd'hui, on est tous inquiets de la santé de nos personnes âgées. Dans le même temps, nous avons du mal à accepter la contrainte et c'est difficile pour nous de porter le masque. Pourtant, nous sommes nombreux à faire des efforts. Voilà, là j'ai associé 3 idées. 1, nous sommes tous attentifs à la santé des personnes âgées. Oui, a priori, on est tous d'accord. 2, on n'aime pas qu'on nous impose des contraintes. Non. Donc la 3e phrase que je vais passer derrière, elle va passer comme une lettre à la poste. Lien subjectif de causalité, imposer l'inévidence. Parce que quand on a hoché la tête 2 fois de suite, on est prêt à hocher la tête de la 3e fois de la même façon. Donc, je vais pouvoir dire par exemple, aujourd'hui, on a observé qu'il y avait une augmentation des cas en France, on a pu observer qu'il y a une augmentation des décès, il apparaît comme une évidence que le confinement soit la meilleure réponse. Non, il n'apparaît pas comme une évidence, ça n'est pas aussi simple que ça, donc c'est un lien subjectif de causalité, une inévidence justement qui permet de passer un message complexe de façon un peu simplifiée. Une autre
approche, c'est celle que j'appelle l'approche de la grenouille. Vous savez, quand on met une grenouille, les cuisiniers font ça parfois quand ils font des cuisses de grenouilles, et ils mettent les grenouilles dans l'eau froide. Et puis petit à petit, l'eau bout, petit à petit, donc la grenouille commence à se détendre, à se relaxer, puis à un moment donné, elle finit par être vraiment fatiguée, puis elle est presque paralysée, et elle n'a plus d'énergie pour sauter de la casserole. La grenouille, elle est cuite comme ça, parce que si on avait jeté la grenouille dans l'eau bouillante, elle serait partie d'un bond. C'est exactement la même façon dont les choses se font à notre niveau, c'est-à-dire qu'on annonce, dans un premier temps, on imagine qu'on pourrait porter le masque, puis on encourage à porter le masque, puis on impose le masque, puis on impose le masque dans la montagne, on impose le masque dans la plage, on impose le masque aux enfants de 6 ans, on impose le masque même si on est seul en forêt. Donc on arrive comme ça, mais on n'aurait pas pu imposer le masque en forêt si on n'y était pas allé petit à petit. C'est vraiment la stratégie de la grenouille mal cuite qui fait que petit à petit, on arrive à admettre des situations que nous n'aurions pas admis si nous avions le discernement, le recul et l'anticipation nécessaires. Une autre approche aussi qu'utilisent beaucoup les manipulateurs, c'est la rumeur. On sait que quand notre président, mais c'est utilisé par d'autres, je ne veux pas, mais quand notre président veut par exemple vraiment passer quelque chose de fort, on va fuiter habilement. On savait déjà, par exemple, quelques jours avant ce deuxième confinement, que le confinement allait tomber à telle date. On savait, 28 octobre, les dates savaient. Et ça avait fuité, dit-on, mais totalement consciemment. On sait qu'une semaine avant, par des éléments de langage, on va dire « il se pourrait », va dire un secrétaire d'État, « il se pourrait, nous étudions aujourd'hui toutes les situations, dont un éventuel possible reconfinement. Il se pourrait que ce confinement annoncé sur 15 jours dure dans la... » Et puis petit à petit, on va distiller comme ça une phrase qui permet après au chef de l'État ou au Premier ministre, quand il va prendre la parole, il ne va faire que confirmer une rumeur à laquelle on se serait préparé. Donc on évite le choc, et ça c'est encore une stratégie de manipulation, c'est-à-dire de vouloir emmener l'autre à un point très très précis, là où on a envie de l'emmener. Une autre, malheureusement, qui fonctionne tellement bien, c'est le mensonge, pur et simple. Et on se souvient de Donald Trump, l'un des premiers tweets qu'il a passé au moment de son élection présidentielle, c'est de faire un tweet en disant « Obama n'est pas né aux États-Unis ». Et le fait que, alors qu'il était complètement né aux États-Unis, complètement américain, mais le temps qu'il prend pour se justifier qu'il est né aux États-Unis, Obama est déjà parti en disant « Oui, mais son fils se drogue ». Alors il va falloir justifier que non, son fils ne se drogue pas, il est encore parti ailleurs, Trump, pour... Donc c'était un as pour ça, enfin un as, je ne sais pas si on peut dire un as, mais en tout cas un expert dans l'habileté, la facilité à mentir droit devant, c'est-à-dire qu'on va affirmer quelque chose, on sait profondément que ce n'est pas vrai, mais le temps que ce soit démonté, ça nous laisse un peu de temps pour passer à autre chose. Donc ça fait partie, malheureusement, des techniques de manipulation, comme fait partie aussi le rempart qui fait qu'on va se réfugier derrière notre comité scientifique ou le comité scientifique après avoir élaboré telle et telle situation, après avoir observé telle situation, a conclu que le masque était. Mais ce collège d'experts est lui-même remis en question par d'autres collèges. On voit en France comment certains collèges d'experts nationaux vont être complètement remis en question et qu'il y a la création dans certaines villes, comme à Paris, à Marseille, de comités scientifiques qui vont remettre en question pour remettre. Donc c'est pas parce qu'il y a un collège d'experts, c'est pas parce qu'on a une blouse de médecin, c'est pas parce qu'on a une licence d'économie ou de géopolitique qu'on est forcément plus légitime sur le sujet. On a chacun aussi une capacité à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Encore faut-il pour cela que l'on suive son intuition.